Donc, l'orateur aujourd'hui pour ce séminaire, c'est Mathieu Sozo. Donc, Mathieu est chargé de recherche INRIA et travaille au laboratoire IRIF de l'Université Paris Diderot. Et c'est un des concepteurs et un des développeurs majeurs du système COQ. Et aujourd'hui, il va nous montrer toutes les belles choses qu'on peut faire avec ce système. Merci Xavier, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de programmation avec COQ, donc COQ, et aller un petit peu plus loin sur la façon dont on peut écrire des programmes récursifs et des programmes qui travaillent par filtrage et filtrage dépendant au sein de COQ. Et à défaut d'une citation de Proust, j'ai pris une citation de Pierre-Évariste Dagan. Lors de son séminaire, il a dit à un moment, en théorie des types, on n'écrit pas vraiment de vrais programmes. Alors, c'est un peu vrai et c'est un peu faux. Alors, pourquoi on ne peut pas écrire de vrais programmes et pourquoi pas? Je vais essayer de vous répondre à cette question en étudiant comment les types dépendants permettent de justifier la correction de vrais programmes, de programmes en particulier qui sont partiels ou dont la terminaison n'est pas triviale. Donc, dans le système COQ et dans les langages fonctionnels purs, on s'est éloigné du style von Neumann de la programmation, qui essentiellement est un modèle de programmation le modèle de programmation des langages impératifs, dans lequel on travaille directement avec la machine, en particulier son état mémoire, pour aller vers un formalisme plus fonctionnel et sur lequel on a plus de principes de raisonnement sur nos programmes, en particulier du raisonnement algébrique, avec des équations, un peu comme on l'a vu aujourd'hui dans le cours de Xavier. Et pour faire une différence entre ces deux calculs, on va dire que dans le calcul fonctionnel, on a banni deux concepts qui étaient présents dans le lambda calcul pur, par exemple, ou qui est présent dans les machines de Turing. C'est la partialité, le fait qu'une définition en COQ ou en Agda, par exemple, va être définie sur l'ensemble de son domaine. Elle est définie partout. Et un cas particulier de partialité, c'est le fait que toutes les fonctions qu'on écrit dans COQ ou dans Agda doivent forcément terminer. Donc on ne peut pas boucler indéfiniment sans rien produire dans ces systèmes, dans ces programmes. Donc on perd de l'expressivité. Tous les programmes qu'on exprime naturellement dans le lambda calcul ou avec des machines de Turing ne peuvent plus nécessairement s'exprimer dans ce calcul, mais on va gagner le raisonnement équationnel familier des mathématiques sur les programmes. Essentiellement, nos programmes sont maintenant des fonctions mathématiques. Donc, je vais détailler ces deux aspects, la partialité et la non-terminaison. Donc, un exemple de fonction partielle, c'est la fonction NTH sur les listes, qui va être le fil rouge de ce séminaire. Donc, c'est une fonction qui prend une liste, un entier, et renvoie l'élément à la position i de cette liste. Donc, on écrit cette fonction en camel, par exemple, via une définition récursive, donc NTH de L et N. On va faire du filtrage pour regarder si la liste est vide ou non vide. Dans le cas où la liste est vide, il n'y a aucun élément de type alpha ici que je peux retourner. Donc, je lance une exception, moralement, avec cette assert false qui va faire que le programme crash si on appelle la fonction avec une liste vide. En revanche, si la liste est composée d'une tête et d'une queue, donc si j'essaye de récupérer l'élément 0, je vais renvoyer la tête. Donc, c'est le deuxième cas du filtrage, cons x underscore 0. Et dans le cas où je ne veux pas le premier élément de la liste, mais un des suivants, je fais un appel récursif sur la queue de la liste. Ce programme est partiel et donc il crash. Et donc, on peut en fait écrire un programme buggé très facilement en camel, en prenant l'élément 0 de la liste vide, par exemple. Et dans ce cas-là, on va pouvoir produire une valeur dans n'importe quel type alpha. Donc si on regarde ça à travers la correspondance de Killer-Ward, ça veut dire qu'on a quelque part un générateur d'une valeur dans n'importe quel type, ce qui correspond en fait à une preuve de faux au sein du système. Pour n'importe quel type, je peux donner un habitant de ce type, ça veut dire que tous les types sont habités, et en particulier même le type faux est habité. Donc on peut modéliser cette fonction sur les listes en théorie des types en utilisant non pas une levée d'exception, donc un effet comme assert false, mais en utilisant par exemple une valeur par défaut de type alpha. Donc notre fonction qui prend un élément dans la liste prend un argument supplémentaire
qui est la valeur par défaut quand la liste est vide, ou un type option, à la KO, OK, qu'on a vu dans le séminaire de Pierre Évariste, ou une valeur exceptionnelle, essentiellement, qui va indiquer qu'on est en dehors du domaine de définition de la fonction. Mais ces deux solutions vont changer le programme et son sens. Elles vont le rendre total. Et maintenant, il faudra à chaque fois qu'on appelle NTH gérer le cas où on a appelé la fonction en dehors de son domaine de définition en traitant soit le cas de la valeur par défaut, soit le cas du KO si on a utilisé le type option. Un autre problème de partialité, c'est la non-terminaison. Donc, dans le lambda calcul pur, on a vu dans les premiers cours qu'on pouvait définir un combinateur de points fixes au sein du lambda calcul. Donc, c'est un combinateur ici appelé Y qui est appliqué à une fonctionnelle f, donc une fonction qui prend une fonction qui en retourne une, qui vérifie cette équation de points fixes, y de f est équivalent à f de y de f. Et ce combinateur permet d'encoder en fait toute fonction récursive. Et c'est essentiel de pouvoir définir ce combinateur dans le lambda calcul pur pour valider la thèse de Church-Turing qui dit que toute fonction calculable des antinaturels dans les antinaturels va être représentable soit par un lambda terme, soit par une machine de Turing. C'est équivalent. Donc ces deux modèles de calcul sont équivalents seulement si on a cette récursion générale. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accepter la définition d'un tel combinateur de points fixes au sein de la théorie des types, parce que, encore une fois, cela va entraîner une incohérence logique. Donc ici, je vous donne le programme Camel correspondant à cet opérateur de points fixes. C'est écrit un peu différemment que dans le lambda calcul pur, parce qu'ici, on est dans un cas typé et on appelle par valeur. Mais essentiellement, on voit encore qu'on peut produire, une fois qu'on a accepté cette définition de point fixe, une valeur loop qui vit dans n'importe quel type alpha. Donc encore une fois, quelque chose qui produirait une valeur dans n'importe quel type, sans aucune entrée, sans aucune précondition. Donc pour gérer ce problème qu'on ne peut pas représenter toutes les fonctions récursives, on a restreint la récursion dans les logiques, dans les théories des types, à des récursions structurelles sur les types inductifs. Donc en particulier, on a vu que l'éliminateur pour les entiers naturels, par exemple, nous permet de faire essentiellement ce qu'on peut faire par récursion structurelle, par induction sur un entier. On va donner un cas pour 0, puis un cas pour successeur, supposant qu'on a le droit à un seul appel récursif qui est sur le prédécesseur de ce successeur. Donc ça, c'est ce que nous donnent les éliminateurs. On peut étendre un petit peu ça en utilisant une condition de garde syntaxique sur les programmes qui acceptent un peu plus que la récursion simplement structurelle. Donc c'est ce qui est implémenté dans Coq, mais c'est un critère assez complexe et qui étend la récursion structurelle, mais ne donne pas la possibilité de faire par exemple des récurrences lexicographiques. Une autre variante de cette condition de garde, c'est les size types. Donc on annote nos types avec des indices qui vont nous indiquer sur quels appels récursifs sont autorisés. Encore une fois, c'est une extension de la récursion structurelle. Et il y a aussi une autre méthode qui est celle du carburant ou du gaz, essentiellement qui ajoute un argument entier à chacun des programmes et qui dit le programme peut faire autant d'appels récursifs qu'il veut, mais il ne peut s'exécuter que pour un nombre fixé d'étapes. C'est encore une méthode qui permet de définir plein de fonctions récursives, mais ici on a encore une fois changé le programme, on a rajouté un entier qui n'est pas nécessairement assez grand pour exécuter le programme jusqu'à sa complétion. Donc on va aussi être obligé d'utiliser le type option pour dire que le programme par exemple est allé au bout de son gaz, on n'a pas encore renvoyé un résultat, on ne sait pas quand est-ce qu'il pourra en renvoyer un. Donc c'est assez contraignant en pratique, cette restriction, parce que on veut pouvoir écrire n'importe quelle fonction récursive, moralement, tant qu'elle est effectivement terminante, mais la terminaison est une propriété très difficile à montrer. Donc tous ces critères syntaxiques essayent d'accepter le plus de définitions possible, mais on sait qu'on ne peut pas accepter toutes les définitions récursives. Et un autre aspect qu'on va voir dans les exemples, c'est que la terminaison peut dépendre de la correction même du programme. Ça ne peut pas être un critère strictement syntaxique sur notre programme. Il va falloir rajouter de la logique pour s'assurer de la terminaison de certains programmes. Donc une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut définir toute fonction
des dans les antinaturels qui est intéressante en théorie des types. Donc on a un théorème d'incomplétude de Gödel qui nous empêche d'effectivement pouvoir définir toute fonction de n dans n, puisqu'on pourrait coder dans une telle fonction la probabilité dans le système lui-même. Néanmoins, on aimerait avoir assez d'expressivité pour exprimer toutes les fonctions intéressantes, celles que les programmeurs ont envie d'écrire en général. Donc il n'y a pas de réponse formelle à cette question. Mais je vais vous montrer que dans le cas des fonctions partielles et dans le cas où les fonctions ont juste une terminaison qui n'est pas structurelle mais prouvable, on peut les refléter au sein de la théorie des types dépendants sans modifier essentiellement leur contenu calculatoire, leur comportement calculatoire ou leur type en particulier. Donc sans avoir à encoder et à refléter ces programmes en utilisant par exemple cet encodage avec le type option qu'on a vu précédemment. Donc l'idée, ça va être, un peu comme l'avait montré Pierre Évariste, ça va être de mettre de la logique dans les termes et dans les types pour permettre de modéliser ces fonctions. Donc avant de rentrer dans les détails de ces techniques, je vais revenir sur la distinction entre proposition, preuve et terme au sein de la théorie des types, et en particulier comment cela est géré dans le système Coq. Donc, vous avez peut-être remarqué dans les cours de Xavier qu'il y avait une distinction en Coq entre les propositions qui vivent dans le propre et les objets calculatoires qui vivent dans le type. Et en fait, cette distinction qui existe dans Coq est là parce qu'il y a un système d'extraction de programmes au sein de Coq. Donc, un peu à rebours de l'idée de Curie-Howard qui disait que preuve et programme, c'est les mêmes objets, dans Coq, on distingue les objets qui ont un statut de preuve et les objets qui ont un statut d'objet calculatoire comme les antinaturels. Donc pour ça, on utilise deux sortes différentes, prop et type. Et le calcul va empêcher la dépendance d'une partie calculatoire d'une partie preuve. Donc si j'ai une preuve ici, P, qui est une disjonction de x inférieur à y ou x supérieur à y, quelque chose qui est évident propre, je ne peux pas analyser cette preuve pour décider si c'est la première partie de la disjonction ou la deuxième qui est vraie, pour obtenir un objet calculatoire, un booléen, qui m'indiquerait si x inférieur à y ou x supérieur à y. En revanche, il est tout à fait possible de faire dépendre une preuve d'une autre preuve. Donc je peux très bien écrire une fonction qui prend une preuve d'une disjonction entre P et P ou Q et qui inverse les deux branches de ce programme. Mais ici, je reste dans le monde des preuves. Donc ces deux mondes sont séparés. Un des principes qui est validé par cet univers des propositions propres, c'est l'indifférence des preuves. Donc, essentiellement, quand on regarde des objets qui sont dans propre et non pas dans type, on peut considérer qu'ils sont tous égaux. Donc si j'ai deux preuves de la proposition A ou non A, dans le système, je peux supposer que ces deux preuves sont égales. Si on prend l'exemple dans type, ça voudrait dire que deux booléens, essentiellement, seraient égaux. Donc ça rendrait le système complètement trivial. L'intérêt d'avoir cette propriété uniquement pour les preuves, pour les choses qu'on va considérer comme des preuves, c'est en particulier qu'on peut faire directement rajouter des axiomes classiques dans cet univers des propositions sans toucher au contenu calculatoire des programmes qui vivent, eux, dans type. Donc la restriction entre prop et type, elle n'est pas complète, sinon on aurait deux univers complètement séparés, qui ne peuvent pas communiquer. Donc on va pouvoir éliminer une proposition P pour construire un objet calculatoire dans un certain nombre de cas très limités. Donc ça va être les cas où la proposition, ici je vais supposer qu'elle est définie inductivement, elle a au plus un constructeur, donc 0 ou un constructeur, et tous ces arguments sont eux-mêmes des propositions. Donc cela inclut la proposition vraie, qui a un seul constructeur sans aucun argument, la proposition faux, qui n'a aucun constructeur, l'égalité et l'accessibilité. Donc je vais revenir sur l'égalité et l'accessibilité dans la suite du séminaire. Et l'intuition ici, c'est que ces propositions valident naturellement le principe d'indifférence aux preuves, qui nous dit qu'elles sont toutes égales, puisqu'elles ont au plus une preuve. True a un seul habitant, faux n'en a même pas, et EQ, qui est défini ici,
a un seul constructeur EQREF. Donc, je vous rappelle la définition de l'égalité. Elle est sur un type A, et elle va relier deux éléments, un petit a ici et un autre ici qui est un index. Et la seule façon d'introduire une égalité, c'est d'avoir effectivement les deux mêmes éléments au moment où on introduit cette égalité. Donc c'est généré librement par la preuve de réflexivité de l'égalité. Donc le fait qu'on ait cette possibilité d'éliminer une égalité vers un objet calculatoire nous permet de définir une fonction de coercion qui prend un objet dans un certain type, ici P de x, et va le coercer vers un objet de type P de y, seulement si j'ai une égalité entre x et y. Et pour définir cette fonction de coercion, j'utilise un filtrage sur la preuve d'égalité, qui a un seul cas, EQREF, ici. Et puis la fonction associée, c'est juste l'identité. Au niveau des objets calculatoires, l'égalité n'apparaît pas. L'objet de type P de x est le même que l'objet de type P de y. On a juste utilisé l'égalité pour écrire au niveau des types, mais elle n'a pas eu d'action sur l'objet calculatoire. Donc c'est une identité. Donc on a vu dans le séminaire de Pied-Variste quelques utilisations de cette fonction de coercion quand on utilise la réécriture. On va voir d'autres exemples ici de ce principe de coercion. Donc cette distinction entre proposition et type permet l'extraction de programmes. Donc l'extraction d'un programme T qui vit dans un certain type T qui lui-même est un type. Donc je vais supposer qu'on extrait ici des programmes et pas des propositions. Correspond donc cette extraction va correspondre à un lambda terme, du lambda calcul pur, qui va contenir juste le contenu calculatoire de T, mais dans lequel on va effacer type et preuve. Donc, essentiellement, c'est un compilateur pour Coq qui va des termes de Coq vers le lambda calcul pur. Donc, par exemple, si on efface la fonction d'identité polymorphe qui prend un type, une valeur dans ce type et le renvoie, on obtient essentiellement la fonction identité dans le lambda calcul pur qui prend son argument et le renvoie tout de suite. Si on prend une fonction qui prend deux entiers m et n, et puis une preuve que le deuxième argument n est supérieur à 0, et qui ensuite fait un appel à la fonction de division ici, alors on va effacer l'argument de preuve pour garder juste les arguments informatifs, donc les entiers naturels ici m et n, et puis récursivement extraire la fonction de division. Enfin, comme j'ai dit, on a ce cas particulier de l'élimination de l'égalité true, false et accessibilité qui permet de construire des objets calculatoires à partir de preuves. Et dans ce cas-là, l'effacement va juste complètement éliminer tout le raisonnement logique pour produire seulement le terme calculatoire. Donc cette coercion s'efface à l'extraction. Un cas intéressant d'extraction, c'est sur les types existentiels. Donc, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, Xavier avait montré qu'il y avait trois genres d'existentiels définis dans le Coq. Donc ici, je vais revenir sur leur définition et leur extraction. Donc la première, c'est un type existentiel où le type des témoins vit dans type, c'est un objet informatif. Le prédicat, lui aussi, vit dans type, c'est un type dépendant sur le premier. Donc je vais l'écrire ici sigma en suivant la notation habituelle de la théorie des types de Martinov. Et ce type existentiel lui-même vit dans type. Donc essentiellement, c'est des paires d'éléments x dans A et d'une preuve, enfin d'un objet de type P de x, que je vais noter ici par la paire xy. Un autre genre de type existentiel, ce sont les types sous-ensembles, où cette fois-ci, le prédicat n'est pas un type dépendant, mais une proposition, ou un prédicat, si vous voulez, qui dépend sur le type des témoins, qu'on va noter x de type A tel que P de x, ici, avec la notation des sous-ensembles. Ce type lui-même vit dans type, puisqu'il contient un objet informatif, ici A, mais il contient aussi une preuve P de x d'une certaine propriété. Et on va l'introduire avec cette notation exist xp. Enfin, il y a un troisième genre d'existentiel qui, elles, vivent dans le propre, dans la sorte des propositions. Donc c'est vraiment les existentiels qu'on utilise dans les formules logiques, qui prend un témoin qui est un objet informatif, un prédicat dessus, et qui vit dans le type des propositions. Donc, en pratique, on va remplacer, l'extraction ne va pas juste effacer les lieurs qui sont liés au type
Et aux propositions, elle va juste remplacer leur type par un dummy, donc un objet distingué box ici, qui va représenter tous les types et les preuves, qui vont être tout simplement effacés du programme. Donc si je prends cette fonction ici qui prend un entier naturel et un vecteur et produit la paire dépendante de cet entier et de ce vecteur, l'extraction va simplement effacer les types dans les binders, dans les lieurs ici. Donc elle va effacer le type nat et le type vecteur pour obtenir cette fonction. Si je prends maintenant un entier n puis une preuve, donc un objet dans le type des propositions n supérieur à 0, et qui construit la paire de cet entier n et la preuve en utilisant l'existentiel ici dans prop, alors par effacement, je vais enlever la preuve que n est supérieur à 0 et je vais conserver dans ma paire ici juste l'argument informatif n. Enfin, si j'extrais une preuve d'une existentielle dans prop, donc introduite par xintro, ici l'ensemble de l'existentielle est une preuve, donc j'efface l'ensemble de cette paire. Donc je vais essentiellement enlever cet argument de preuve de ma lambda abstraction, puis l'ensemble de l'objet ici. Et en fait, l'abstraction lambda n box est égale à box. Donc, par le contenu calculatoire maintenant d'un terme coq, je vais faire référence au contenu après extraction, donc le contenu où on a effacé type et preuve de ce lambda terme. Donc informellement, on peut se dire que si t vit dans le type P qui est une proposition, du coup t est une preuve, alors l'extraction va complètement l'effacer vers box. Si t est un type, de la même façon, l'extraction va l'effacer. Et sinon, t est forcément un objet informatif, par exemple un entier naturel. On va juste extraire récursivement ces sous-termes si par hasard il contenait des sous-termes de type preuve. Donc, un peu plus formellement, si on part d'un terme coq t de type nat dans le contexte vide et qu'on peut réduire ce terme au sein de coq vers un numéral n, alors l'extraction de t va réduire vers le même numéral n parce que moralement toutes les parties preuves et types ne sont pas importantes pour le contenu calculatoire de ce programme. Donc je vais montrer plein d'exemples qui vous montreront comment ça se passe en pratique. Donc je vais d'abord vous montrer ces différentes formes de partialité, en particulier pour la fonction NTH, et vous montrer en quoi le filtrage dépendant peut nous aider à écrire une fonction NTH totale. Puis je m'intéresserai à la question de la récursion, et enfin je vous montrerai quelques détails autour du filtrage dépendant. Donc la fonction NTH. Je vais faire une petite démonstration coq. Oups. Non. Ok, j'espère que c'est lisible pour tout le monde. Ok, donc je me place dans l'environnement de coq et je définis une fonction récursive ici, structurelle, sur le type des listes. Donc la fonction map prend une fonction f de A vers B, puis une liste de A, et on envoie une liste d'éléments de B. Si elle fait du filtrage pour obtenir ce résultat, si la liste est vide, elle renvoie la liste vide. Si la liste est d'un cons, d'une tête et d'une queue, j'applique la fonction à la tête et je m'appelle récursivement pour calculer la queue de ma liste. Je peux en coq écrire des lemmes et des théorèmes sur mes définitions. Donc ici, je vais vous montrer un exemple de lemme sur les listes. Donc, je vais montrer que si j'applique ma fonction map à une liste L et que je prends la longueur de cette nouvelle liste, alors c'est égal à la longueur de la liste originale, parce que essentiellement j'ai juste appliqué la fonction sur chaque point de ma liste. Donc je vais faire cette preuve par induction sur la liste L et obtenir deux cas, soit la liste est vide, soit la liste est une tête plus une queue. Dans le premier cas, je peux utiliser le mécanisme de simplification, de calcul, pour obtenir ce sous-but qui me dit que je dois montrer que 0 est égal à 0. La longueur de map f sur la liste vide est égale à la longueur de la liste vide.
Et pour ça, je peux appliquer, ici, mon but, c'est une preuve d'égalité entre 0 et 0. Et pour ça, je peux appliquer le constructeur de l'égalité, qui est la réflexivité. Donc j'applique EQRF. Et dans le deuxième cas, je peux encore une fois simplifier. Et ici, utiliser mon hypothèse d'induction qui me dit que la longueur de la sous-liste L, de map appliquée sur la sous-liste L, est égale à la longueur de L, pour montrer mon cas inductif. Donc j'utilise ici la réécriture qui est encore une fois une manipulation de l'égalité. Donc si j'extrais cette fonction map, essentiellement je vais avoir le même code que la définition map que j'aurais écrite en camel ou celle que j'ai écrite en coq ici, d'accord ? On a juste éliminé, quand on est passé à camel, les quantifications sur les types A et B qui sont explicites ici dans coq. En revanche, si j'essaye d'extraire ma preuve de map-length, qui est un objet logique, alors j'ai cette définition. Donc le underscore ici représente le box que j'ai montré sur les transparents précédemment. Donc ma preuve est complètement effacée vers cet objet box. Maintenant, si j'essaye d'écrire cette fonction NTH en coq, donc comme je vous l'ai dit dans la première présentation de NTH, ici je ne sais pas comment produire un élément de type A dans le cas où ma liste est vide et je demande le nème élément de cette liste. Donc il n'est pas possible de définir en coq cette définition NTH. C'est pour ça que j'utilise la commande fail ici qui me dit qu'effectivement je ne peux pas définir cette fonction. Donc une façon de faire, ce serait d'utiliser le type option ou le type KO OK pour dire que dans le cas où la liste est vide, je renvoie simplement le constructeur non de mon type option. Et puis dans le cas où ma liste n'est pas vide, je renvoie somme de la tête ou je fais un appel récursif pour obtenir le résultat de ma fonction. Donc ici, j'ai un petit peu modifié le programme. Dans le cas où la liste est vide, je renvoie effectivement un élément et j'ai rendu la fonction totale et acceptée par coq. NTH option ici est bien défini dans coq, mais son type a changé. Il prend maintenant une liste et un antinaturel et renvoie optionnellement un objet de type A. Donc si j'extrais ce programme, de la même façon, je retombe sur le programme camel correspondant. On a juste effacé les types ici dans le programme, mais du coup, ce programme NTH option ne ressemble plus au programme NTH que j'avais écrit précédemment, qui était partiel. Donc maintenant, si j'essaye de créer une preuve sur cette fonction NTH, donc ici, je veux montrer que si j'applique NTH à ma liste L et un index n et que j'applique une fonction f dessus, c'est la même chose que d'abord appliquer f à chacun des éléments de la liste et puis récupérer l'index n. Donc cet énoncé n'est pas typable en fait dans le coq, puisque ici, mon objet NTH option ln va avoir le type option de A. NTH option ne renvoie pas nécessairement un objet de type A, puisqu'on a aussi le cas de la liste vide. Et donc je ne peux pas appliquer directement ma fonction f à cet élément. Pour ça, il faut que j'utilise une autre définition qui va appliquer une fonction f de type a flèche b à un objet de type option A pour obtenir un objet de type option B. Et en utilisant cette nouvelle définition, je vais pouvoir écrire l'énoncé de mon lemme correctement. Donc ici, je fais map option. J'applique la fonction f au résultat d'NTH option qui maintenant a une option de A pour obtenir un objet de type option B. Donc j'ai un petit peu dû modifier l'énoncé que je voulais originellement. Mais effectivement, je peux faire la preuve de mon lemme, encore une fois, en utilisant les mêmes principes d'induction et de réécriture que j'ai utilisés pour map-length. Maintenant, si je veux écrire un lemme un peu plus complexe sur cette définition NTH option, il va toujours falloir que je garde en condition de bord, quelque part, que la longueur de ma liste est supérieure à l'index que je cherche dans la liste. Je vais vouloir faire des preuves seulement sur les cas normaux de l'exécution de mon programme, mais pas sur le cas exceptionnel
où je renvoie l'élément none. Donc je peux effectivement écrire ce genre de définition, mais ici, on va devoir gérer cette condition de bord, n est plus petit que la longueur de la liste L, en permanence dans chacun de nos lemmes et transférer cette propriété. Okay. Donc, une autre façon de gérer le problème, sans passer par le type option, c'est d'utiliser une valeur par défaut pour la fonction NTH. Donc, ici, je rajoute un argument à ma fonction NTH qui renvoie une certaine valeur par défaut dans le cas où ma fonction n'est pas définie, donc dans le cas où la liste est vide. Encore une fois, cette définition elle est acceptée par Coq, son extraction est comme prévu. Ici, on a encore une fois changé la définition de la fonction NTH pour rajouter un argument et le renvoyer. Donc on a modifié le programme Camel initial. Je peux de la même façon écrire une preuve sur ce programme comme je l'ai écrit pour le type option, voir l'interaction de la fonction NTH avec la fonction map, de la même façon. Mais ici, j'ai rajouté vraiment un comportement un peu problématique à ma fonction, c'est que maintenant, je peux faire des appels buggés, grosso modo, à ma fonction NTH. Donc, je peux l'appeler en dehors de son domaine de définition et obtenir quand même une valeur. Donc ici, j'appelle la fonction NTH default avec une valeur par défaut 0 sur la liste vide, et puis je demande le troisième élément de la liste vide, et ça va me renvoyer l'élément par défaut 0. Donc il va falloir gérer ce cas dans chacune des preuves qui va suivre. Donc ce n'est pas très agréable. Donc une façon de résoudre ce problème, c'est de rajouter de la logique dans nos types et dans nos termes pour pouvoir modéliser cette fonction NTH et ne jamais se préoccuper de ce cas exceptionnel où la liste est vide. Donc pour ça, on va utiliser la notion de type sous-ensemble. Et ici, j'utilise un outil qui s'appelle Programme, qui gère un petit peu mieux ces types sous-ensemble. Je ne vais pas rentrer dans les détails de son implémentation, mais essentiellement, il permet de traiter un objet dans un type sous-ensemble. Ici, par exemple, les listes de A qui sont à différents nils, comme un objet du type des listes, par une notion de sous-typage. Donc ici, j'ai créé une fonction qui prend la tête d'une liste dont j'ai comme précondition la preuve que cette liste est non vide. Et du coup, je peux, dans ce cas-là, écrire une fonction totale qui va me renvoyer l'objet en tête de cette liste. Donc, comment ça fonctionne ? Je vais faire un filtrage sur la liste L. Il faut bien que je traite le cas où la liste est vide. Je n'ai pas interdit que la liste soit vide ici. Et pour donner un élément de type A, je vais utiliser le fait que je suis en fait dans un contexte incohérent dans cette branche. J'ai supposé que la liste A était différente de vide. Et je suis dans le cas de la branche où L est vide, donc j'ai en fait une contradiction dans mon contexte. Et donc je peux appliquer l'élimination de l'absurde pour obtenir un objet dans n'importe quel type. Et dans le cas où la liste n'est pas vide, j'ai bien une tête, je peux directement la renvoyer. Donc si j'extrais cette fonction safehead, j'obtiens effectivement le programme Camel qui est actuellement dans la librairie standard de Camel, qui, dans le cas absurde, où on applique cette fonction head à une liste qui est vide, crash. Il fait un assert false, donc je ne dois pas appliquer cette fonction à une liste vide. En revanche, la définition Coq est un mélange du programme qui fait le filtrage sur la liste et les manipulations de notation logique sur nos objets. Donc ici, le programme prend un type et puis une liste qui vit dans le type sous-ensemble, des listes de A qui sont différentes de vide. Il va faire un filtrage sur la liste, en fait sur la première projection de cette paire dépendante. Et dans chacune des branches, elle va envoyer un résultat. Et dans la branche impossible, il va en fait utiliser une nouvelle égalité. Le fait que ici, dans cette branche, la liste a été filtrée avec la liste vide pour obtenir une contradiction. Donc on a annoté le programme ici par des égalités, par des objets logiques pour montrer sa correction. Et ce qu'a fait l'extraction, c'est simplement effacer ces annotations par des égalités. Donc, je vais utiliser des abréviations pour ne pas vous montrer ces annotations logiques qui ne font pas partie du contenu calculatoire du programme. Et vous montrer comment on peut étendre cette idée au cas de NTH.
Donc ici, j'écris la fonction safeNTH qui va m'envoyer un objet type A pour une liste L et un index dans la liste qui est probablement plus petit que la longueur de la liste. Donc même principe, si je me trouve dans un cas impossible du programme, j'utilise bang, j'utilise l'élimination de l'absurde pour dire ici je suis dans un point inatteignable du programme, la précondition du programme m'empêche d'arriver dans ce cas-là. Et dans le cas cons, j'applique l'algorithme original. Si c'est 0, je renvoie la tête. Si c'est successeur, j'ai un appel récursif. D'accord. Donc ici, le programme permet de déléguer en fait, les parties logiques qu'on a à montrer pour s'assurer de la correction du programme à un système d'obligations qui nous permet d'obtenir les preuves qu'on doit habiter pour vraiment avoir une définition de coq de ce programme via le mode de preuve de coq. Donc ici, on a deux obligations. La première, c'est de montrer que ici, dans ce cas-là, on est effectivement dans un contexte contradictoire. Donc le point du programme n'est pas atteignable. On va pouvoir le montrer parce que l'hypothèse que n est plus petit que la longueur de la liste vide est contradictoire. Donc si je simplifie cette preuve, ça me dit qu'il existe un n qui est plus petit que 0, mais la définition inférieure sur les antinaturels rend ça impossible. Donc je peux utiliser un filtrage dépendant ici, une inversion de cette hypothèse que n inférieur à 0 pour obtenir une contradiction. D'accord ? Il n'y a aucun cas à considérer pour une preuve de n inférieur à 0. La deuxième obligation, elle apparaît en fait à l'appel récursif ici, quand je fais safeNTH sur la liste et puis n', je dois montrer que n' est effectivement inférieur à la longueur de la liste de la sous-liste XS ici. Et ça, je peux l'obtenir en utilisant le fait que, par précondition, je savais que le successeur de n', l'argument original de la fonction, était plus petit que la longueur de la liste originale XXS. Et ça, c'est juste un théorème d'arithmétique qui me permet de le montrer. Encore une fois, si je regarde la définition coq de ce point fixe, elle va mélanger le contenu calculatoire de safeNTH et le contenu preuve. On va faire des abstractions sur des égalités et faire des réécritures et utiliser les obligations que je viens de définir ici pour montrer la correction du programme. Mais on n'a pas forcément à s'inquiéter de cette forme du programme parce que par extraction, le contenu calculatoire de la fonction NTH, c'est celui qu'on désirait au départ, qui, dans le cas nil, renvoie à search false, et dans le cas cons, va effectivement chercher le nème élément de la liste. Donc on a réussi à modéliser vraiment le programme Camel original via des types dépendants en rendant total cette fonction NTH. Je peux maintenant essayer de montrer un lemme sur cette définition safeNTH. Et ici, on va encore avoir un souci, c'est que les types ne vont pas être égaux, donc on va avoir un problème de typage. Ici, je fais... alors, je vais enlever le fail. J'applique ma fonction f sur le résultat de safeNTH de L et N. Ici, je sais que N est en fait un élément dans les entiers inférieurs à la longueur de L. Donc ce sous-terme est bien typé, de type B. On applique f à l'élément trouvé par safeNTH. Maintenant, si j'applique safeNTH sur la liste où j'ai appliqué d'abord la fonction f à chacun des éléments, alors il faudra arriver à montrer que cet index ici vit dans le type des entiers naturels qui sont inférieurs à la longueur de mapfl. Et longueur de L et longueur de mapfl sont deux objets différents dans la théorie des types. On est obligé d'utiliser une égalité pour montrer qu'ils sont... un raisonnement logique pour montrer qu'ils sont égaux. Donc essentiellement, ce qu'on a besoin, c'est une rustine, comme l'a montré Pierre Évariste pour résoudre ce genre de problème de typage pendant la définition de programme avec type dépendant. Donc si j'utilise la rustine, je peux montrer que n'importe quel entier M qui est inférieur à la longueur de L est aussi un entier qui est inférieur à la longueur de mapfl. J'utilise l'égalité ici entre la longueur de L et la longueur de mapfl pour coercer un élément dans ce sous-ensemble vers celui-ci. Et en utilisant cette rustine, je peux écrire effectivement mon énoncé. Donc si j'applique la rustine à F, L et N,
D'accord. Et maintenant, la preuve que je vais produire va être simplifiée par le fait que j'ai des préconditions dans mon programme. Donc ma preuve est toujours par induction sur la liste. Et maintenant, dans le premier cas, je suis dans un cas impossible, inatteignable de mon programme. Donc si je simplifie, je vois f de bang égale bang. Parce que ici, j'ai deux applications de l'élimination de l'absurde à des preuves de faux. Donc je sais que mon contexte est contradictoire, donc je peux éliminer ce cas de preuve directement avec une tactique qui me dit s'il y a une preuve de faux dans le contexte, alors mon programme est prouvé. D'accord. D'accord, donc un souci avec cette représentation, c'est qu'on a été obligé d'utiliser une rustine pour montrer ce lemme, et ça va nous poser des problèmes dans tous les raisonnements équationnels qu'on va faire sur notre programme. J'ai pris beaucoup de retard, désolé. Okay. Donc pour éviter ce problème, on va rajouter encore plus de logique dans nos types et on va utiliser des familles inductives pour représenter nos données. Donc ici, je vais utiliser le type fin, des entiers finis, pour représenter les index dans mes listes. Donc le type des entiers finis, fin n représente les entiers de 0 à n exclus. Et il a deux constructeurs, f de z et f de successeur, qui permettent de construire les entiers dans ce type fini. Donc fz représente 0 et fs, le successeur d'un entier fini. Donc dans ce type, je n'ai pas d'éléments dans le type fin de 0. Ce type est inhabité. D'accord ? Donc je ne peux pas représenter 0 dans le type fin 0. Et je peux même montrer que fin 0 est inhabité, donc implique faux, par élimination. Donc, je vais passer sur la première version. Il va falloir non seulement annoter nos entiers, mais aussi nos listes par leur longueur, pour éviter ce problème de rustine que j'ai montré précédemment. Donc, je vais aussi annoter mes listes par leur longueur, ici avec le type des vecteurs, qui a deux constructeurs, le constructeur vnil pour les vecteurs de taille 0, et le constructeur vconst pour les vecteurs de taille n plus 1, qui prennent un objet de type A et une liste de taille n-1. À partir de cette définition, je peux définir une fonction de mapping sur mes vecteurs qui va, par typage, conserver la longueur de mes vecteurs. Donc je sais que si j'applique map à un objet de longueur, un vecteur de longueur n, j'obtiendrai bien en résultat un vecteur de la même longueur. Et puis je peux du coup construire une fonction nth aussi, qui prend un vecteur et un objet dans fin de n, et qui va me produire un objet de type A, parce qu'ici, je vais savoir que pour chaque position dans le vecteur, parce que je sais que j'ai une borne sur mon type d'index ici, qui correspond à la longueur du vecteur que j'ai passé en argument. Donc pour construire cette fonction, je vais avoir plusieurs cas. Le cas vconst x et f de 0, où je renvoie le premier élément de ma liste. Et puis j'ai un autre cas à considérer où ma liste a une queue et je prends le successeur. Et dans ce cas-là, je vais renvoyer l'argument récursif. Donc ici, j'ai que deux cas à considérer dans la définition de ma fonction, parce qu'il est impossible d'avoir le cas où la liste est vide, puisque ça voudrait dire que n est égal à 0, et on sait que le type fin n ici n'est pas habité. Donc dans ma définition, j'ai juste les cas intéressants de la fonction. Je n'ai plus besoin de rajouter un bang pour dire ce point du programme est inatteignable pour définir ma fonction. Finalement, je peux définir mon lemme nthmap sur ces types indexés, donc sur des vecteurs et des objets dans le type fin de n, sans aucune rustine, puisque je sais définitionnellement que la longueur est préservée par la fonction map. Et encore une fois, j'utilise le même mode de preuve, où je fais une preuve par induction sur le vecteur. Je dois éliminer ici, dans le premier cas où le vecteur est en fait vide, un élément de type fin de 0. Donc j'ai aucun cas à considérer puisque ce type n'est pas habité.
Et dans le cas successeur, j'ai un cas de réflexivité et d'appel récursif. Donc ici, on n'a aucune rustine et la théorie équationnelle est plus simple. On n'a pas besoin de coercion au sein de nos lemmes. Maintenant, si je regarde l'extraction, de la même façon que quand j'ai utilisé les types sous-ensembles, ici, avec les vecteurs et les objets de type fine, j'obtiens aussi une fonction NTH qui crache dans le cas où j'appelle cette fonction sur les vecteurs, mais je sais par typage que c'est impossible d'appliquer cette fonction sur une liste de vide, et sinon à le comportement calculatoire habituel de NTH. D'accord. OK. Oups, pardon. Je vais y arriver. OK, donc ce qu'on peut voir ici, c'est que les types dépendants permettent de spécifier le code que l'on désire, soit à l'aide de types sous-ensembles ou de familles inductives, en évitant les cas partiels. Mais on peut voir aussi que les choix de représentation de nos types de données pour écrire ces programmes est essentiel. On a vu vraiment plein de variantes différentes de la définition des entiers finis ou des listes indexées, etc. Et pour arriver à accepter cette définition au sein de la logique de corps, on a réfléchi dans la logique le contenu calculateur du programme pour pouvoir implémenter les fonctions dépendantes. On a utilisé le type de l'égalité pour savoir que dans la branche nil, par exemple, on était dans un cas contradictoire. Mais par extraction, le contenu calculatoire subsiste, mais pas la décoration logique. Donc cette logique disparaît. Maintenant, regardons sur le cas de la récursion. Qu'est-ce que les types dépendants nous permettent? Donc ici, je vais définir la division euclidienne, dont je vous donne le code en camel ici, donc, qui prend deux entiers et qui renvoie une paire d'entiers, le quotient et le reste de la division de n par m ici. Donc ça fonctionne comment? Je teste si n est plus petit que m. Dans ce cas-là, le diviseur est plus grand que le numérateur. Et dans ce cas-là, le quotient c'est 0 et le reste est n. Sinon, je fais un appel récursif à ma fonction de division euclidienne sur n-m avec le même diviseur. J'obtiens un quotient et un reste, et le résultat de ma division, c'est le successeur du quotient et le même reste. D'accord. Oups, pardon. Donc, si j'essaye de définir cette fonction directement en coq, le système va me dire qu'il ne peut pas inférer quel est l'argument décroissant dans cette définition pour accepter cette fonction comme structurellement récursive. Et effectivement, cette fonction n'est pas structurellement récursive, elle est même carrément non terminante, parce que si j'appelle cette division euclidienne sur 0 et 0, le premier test échoue, je passe dans la branche ici, je fais 0 moins 0, qui va être 0, je rappelle Euclide sur 0 moins 0. Donc la définition boucle, simplement, si on l'appelle alors qu'on est en train de l'appeler sur son domaine de définition. Donc pour éviter ça, il va nous falloir rajouter des pré- et post-conditions à cette définition pour s'assurer qu'elle termine. Et de toute façon, on ne va pas pouvoir montrer que cette fonction est récursive structurelle, parce qu'elle est en fait... on ne peut pas convaincre Coq, du moins le système de garde de Coq, qui est syntaxique, que cette définition est effectivement bien fondée. Donc pour ça, je vais rajouter des annotations sur mes arguments. Donc ici, je vais supposer déjà que le diviseur est supérieur à 0. Pour m'assurer que je n'ai pas ce cas de boucle possible. Et puis, je vais utiliser une variante de la comparaison qui me donne une preuve dans chaque branche que m inférieur à n ou non m inférieur à n, pour arriver à montrer cette précondition et puis une éventuelle post-condition dans chacune des branches du programme. Donc j'utilise programme encore une fois pour faire ça. Okay. Donc encore une fois, il va falloir rajouter une information logique pour dire en quoi la récursion est bien fondée. Donc pour ça, on utilise une annotation. Ici, WF, qui veut dire par récursion bien fondée sur la relation inférieure avec l'argument M, pour obtenir une définition effectivement bien fondée.
Donc il va falloir montrer qu'à chaque appel récursif de cette définition, je fais effectivement un appel sur un argument qui est plus petit. Donc ici, je vous donne la définition complète d'Euclide. Non seulement je vais pouvoir montrer que cette définition est bien fondée, mais je vais aussi pouvoir montrer via ces types sous-ensembles la correction du programme, dans le sens quel est le résultat qui est renvoyé en fonction de ces entrées. Donc ici, je renvoie un quotient et un reste qui ont la bonne relation arithmétique. Et je vais avoir autant d'obligations à montrer. Donc il faut que je montre les propriétés. Ici, je montre la correction de ce programme via certaines obligations. Dans ce cas-là, je dois montrer que mon appel récursif, ici m-n, est effectivement décroissant. Donc il est plus petit que l'argument initial de ma fonction qui était m. Et là, pour ça, je suis obligé d'utiliser les hypothèses que j'ai dans mon contexte. Donc le fait que le diviseur est supérieur à 0, et puis le fait que je me trouve dans la deuxième branche, ici, de ce LTDEC, qui m'assure que m est plus petit que n. Et donc, avec ces deux hypothèses logiques, je peux montrer que m-n est inférieur à n. Donc j'utilise une tactique automatique ici pour résoudre ce problème. Et finalement, il faut montrer aussi une propriété logique au cas inductif. Il faut montrer que si le quotient et le reste ici ont la propriété arithmétique du quotient et du reste qu'on attend, alors le cas inductif a aussi cette propriété, ce que je peux montrer encore une fois automatiquement. D'accord. Donc si je regarde l'extraction de ce programme, j'obtiens, modulo un peu de décoration qui est due à l'encodage en coq des définitions, le contenu calculatoire de la division euclidienne que j'avais défini au départ dans Camel. Et il faut bien voir, encore une fois, que cette fonction, il faut que je l'appelle sur son domaine de définition, donc en particulier avec un diviseur supérieur à 0, pour être sûr que le programme Camel ou le programme coq termine. D'accord. Mais je peux néanmoins calculer avec ce programme au sein de coq. Donc, par exemple, ici, j'applique la division euclidienne à 14 et 4 pour obtenir le bon quotient et le bon reste. Mais je peux essayer aussi d'appeler la fonction en dehors de son domaine de définition, mais dans ce cas-là, il va falloir montrer que la précondition est vraie, ici pour le deuxième argument, qui est 0. Donc j'appelle la division sur 12 et 0. Mais pour effectivement appeler la définition, il me faudrait fournir une preuve que 0 est plus petit que 0, ce qui est impossible. Donc essentiellement, ici, on a utilisé le principe d'accessibilité et la définition de l'accessibilité dans le coq. Le fait d'avoir une relation bien fondée, c'est une relation où tous les éléments sont accessibles. Donc Xavier avait un peu montré cette définition dans le cours précédent. Essentiellement, c'est un type inductif paramétré par un type, une relation sur ce type, et un objet x dans ce type. On va dire que x est accessible si tous les prédécesseurs y par la relation R sont eux-mêmes accessibles. Donc toutes les valeurs de ce type ACK ici sont de la forme ACK_intro, avec un prédécesseur de l'élément x qui doit être accessible, et ainsi de suite, une chaîne de prédécesseurs qui est nécessairement finie, puisque toute valeur inductive est finie. Donc c'est essentiellement un arbre de tous les appels récursifs possibles sur cette relation. Donc une relation est bien fondée quand tous les éléments x sont accessibles par cette relation. Et cela permet en fait de définir un point fixe proche du point fixe général du lambda calcul sur les preuves d'accessibilité, qui est défini de la façon suivante. On définit le point fixe par récurrence structurelle sur cet arbre d'accessibilité. On applique la fonctionnelle ici à x, et puis à tous les appels récursifs à cette fonctionnelle, on doit passer une preuve que l'élément sur lequel on appelle la fonctionnelle est effectivement plus petit que l'argument initial. Donc y ici est plus petit que x. Et ça justifie l'appel ici récursif à fx. Donc on peut comparer ça au combinateur y, tel que y de f est égal à f de y de f. Ici, on garde les appels à f dans chacun des appels récursifs, mais essentiellement, c'est le même principe. Et l'extraction de ce point fixe ici, son contenu calculatoire, c'est la même chose que le combinateur y. Donc maintenant, on a tout le pouvoir de la logique, quand on réfléchit à la logique dans nos programmes, pour montrer la terminaison de nos fonctions.
et pas seulement la restriction structurelle à laquelle on s'était restreint jusqu'ici. Donc en particulier, ça permet d'avoir des ordres lexicographiques, des mesures, avoir des mesures dans les ordinaux, de gérer des récursions imbriquées. En fait, tout programme qu'on peut prouver terminant dans la théorie des types est définissable via ce combinateur d'accessibilité. D'accord. Dernière partie, rapidement. Je vais essayer de vous montrer un peu les dessous de ce principe de filtrage dépendant qu'on a utilisé pour la définition de FIN avec les vecteurs et les types finis. Donc essentiellement, quand on fait du filtrage dépendant, on raisonne modulo la théorie de l'égalité et des constructeurs sur les types inductifs. Donc par exemple, si on est en train de faire un pattern matching sur une variable t dans le type vecteur AM, on va unifier chaque type de constructeur possible avec ce type vecteur de AM. Donc ici, on va avoir deux constructeurs possibles. Alors, Vnil a le type vecteur de A0, Vconst a le type vecteur de A de S de N. Donc on va appliquer l'unification à ce type vecteur AM et vecteur A0, puis ensuite à vecteur A S de N. Et l'unification peut répondre à plusieurs choses. Soit elle peut échouer si elle rencontre deux constructeurs distincts. Elle peut réussir si l'unification réussit. Donc si on a le même constructeur, appliquer à des arguments eux-mêmes unifiables. Et ça donne une substitution. Et enfin, elle peut aussi être bloquée par un terme dont elle ne sait pas s'il sera unifiable ou pas unifiable. Donc dans cet exemple, on va avoir deux succès. Quand on unifie m avec 0, on obtient une substitution m égale 0. Et dans le cas m égale s de n, on obtient une substitution m égale s de n. Donc les règles d'unification sont les suivantes. Si on unifie dans solution ici une variable avec un terme t, on substitue la variable par ce terme. Si les deux constructeurs sont distincts, on échoue. Si les deux constructeurs ont la même tête, C ici, alors on va récursivement comparer leurs arguments. Et pour comparer des listes d'arguments, on compare d'abord les premiers et ensuite on applique la substitution obtenue s'il y a un succès au deuxième. Et dans le cas où le premier échoue, on s'arrête. Enfin, on a deux règles supplémentaires d'élétion qui nous dit que si on est en train de comparer les deux mêmes termes, alors on a un succès trivial. Et dans tous les autres cas, on est bloqué. On ne sait pas si les termes sont unifiables ou pas. C'est le cas stock. Donc sur 0 unifié avec successeur de n, on a un échec. Les deux constructeurs sont différents. Si on a deux successeurs en tête, on va appeler récursivement l'unification. Et ici, l'unification va nous donner que la variable m à gauche est égale à successeur de n. Et dans le cas 0 égale m plus 0, on est bloqué. On ne sait pas si m plus 0 peut être mis sous la forme d'un constructeur pour que l'unification échoue ou réussisse. Donc essentiellement, ces cas stock indiquent qu'il faut raffiner un petit peu ce problème pour que l'unification décide s'il y a unification ou conflit. Et l'algorithme de filtrage va utiliser cet algorithme d'unification pour décider quelle clause du programme choisir et déterminer quel constructeur s'applique quand on élimine une variable. Donc sur un exemple, pour l'utilisation de l'unification pour décider quelle clause s'applique, je suis en train d'écrire une fonction vers pattern matching sur m et n qui va décider de l'égalité de ces deux entiers. Donc j'ai trois cas, soit c'est 0 et 0, je renvoie vrai, soit c'est m' plus 1 et n' plus 1, donc je m'appelle récursivement pour savoir si m' est égal à n'. Et dans tous les autres cas, je renvoie faux. Donc l'algorithme de filtrage, il va étudier le problème initial, qui est que j'ai deux variables m et n, et essayer de trouver une couverture de ce problème par les clauses ici. Donc il doit décider quelle variable je dois éliminer en premier. Donc ici, il va se rendre compte que s'il unifie m et n avec la première clause ici, on va avoir une unification qui est bloquée parce qu'on ne sait pas si m est un constructeur égal à 0 ou non. Donc dès qu'on a une variable bloquée, on va l'éliminer. Donc ici, on décide d'éliminer m, et on se retrouve avec deux sous-cas, puisque m peut être 0 ou successeur. On a à nouveau deux couvertures à résoudre, en fonction toujours des clauses du programme initial. Ici, on se rend compte qu'aucune des clauses ne match directement 0n ou successeur de m'n. Donc on doit à nouveau éliminer une nouvelle variable. Ici, ça va être n. Et dans ce cas-là, on obtient deux clauses, 0, 0 et 0 successeur,
qui, effectivement, sont gérées, sont inscrites dans le programme utilisateur. La première clause de l'utilisateur est exactement 0,0. Donc on peut la sélectionner pour dire que dans ce cas-là, on renvoie vrai. Et la deuxième clause 0 successeur est gérée par le troisième class ici, qui est un catch-all qui prend tous les cas différents des deux premières clauses. D'accord ? Donc via ce mécanisme, on peut calculer un arbre correspondant aux discriminations sur chacun des arguments de la fonction pour obtenir une couverture du problème initial. Et ça nous donne le code de la fonction equal ici. Ce qui se passe quand on fait du filtrage, non pas sur un objet comme NAT, mais une famille indexée, c'est qu'on doit aussi considérer le type de l'objet qu'on élimine pour déterminer quelles sont les clauses qui ont du sens et lesquelles on n'a pas besoin d'écrire dans le programme. Donc ici, je vous montre un filtrage sur un vecteur de taille n plus 1. Et si je sais que mon vecteur est taille n plus 1, alors je sais qu'il n'a pas pu être construit par un constructeur nil en tête. Donc les seules clauses du programme que j'ai à écrire, c'est celle pour le cas cons, où mon vecteur a effectivement au moins un élément en tête. Donc ici, quand j'écris mon filtrage, je donne juste un cas pour la clause cons. Je sais que mon vecteur est taille S de n, donc je sais que en fait, la taille qui est stockée dans ce vecteur, pour le sous-vecteur V, est forcément n. Donc c'est ça qu'indique cette annotation point d'interrogation ici, qui dit que l'argument est forcément cette longueur n. C'est la seule façon de bien typer ce problème de filtrage. Donc encore une fois, pour compiler ce filtrage, on va chercher à montrer la couverture du problème de départ ici. On a une variable a, une variable n, une variable v de taille successeur de n via les clauses. Et en fait, ici, on va se rendre compte qu'on est bloqué et qu'on doit éliminer la variable de type vecteur. Mais dans le sous-arbre qui va être construit par élimination de cette variable v, on n'aura pas à considérer le premier cas, puisqu'on sait que le successeur est différent de 0, mais seulement le deuxième. Et encore une fois, le deuxième va matcher directement la clause de l'utilisateur, donc on peut l'utiliser directement. Donc ici, on a éliminé un cas impossible par typage. Alors, ce qui se passe quand on utilise le filtrage, c'est qu'on utilise cette propriété de non-confusion des constructeurs, le fait qu'ils sont discriminables et injectifs. Mais on l'utilise sur les familles inductives pour résoudre des problèmes essentiellement d'égalité entre objets dans ces types de familles inductives. Donc, par exemple, on peut avoir à résoudre un problème d'unification entre fs et fs, donc les constructeurs de mon type fin, pour n et f et n et f'. Donc, en fait, par typage, je sais que si ces deux objets vivent dans le même type fin de s de n, alors l'argument n ici est forcé par typage. Comme pour les vcons de successeur de n, l'argument n est forcé dans le constructeur. Donc si je regarde à quoi correspond ce type d'égalité en théorie des types, il correspond à des égalités entre paires dépendantes, donc la première forme d'existentielle que j'ai montrée tout à l'heure, entre la paire nf et la paire nf'. Dans le type, il existe dans le type sigma des entiers tels que fin de x. Okay. Et ce type correspond en fait, par une équivalence de type, donc par un isomorphisme entre les types, à une paire d'égalités entre la première composante et la deuxième composante de ces paires. Donc une égalité entre les deux index n et n, et entre f et f', mais où on a utilisé cette fonction de coercion que j'ai montrée précédemment pour passer du type de f, oui, qui est fin de n, au type de f', qui est lui-même fin de n aussi, mais via une égalité entre n et n. Un problème, c'est que pour simplifier cette égalité, donc pour simplifier notre unification, pour justifier notre unification, on aimerait obtenir que f est égal à f' ici. Que les sous-termes sont forcément égaux. Mais pour ça, il faudrait arriver à simplifier cette égalité et savoir que toute preuve de n égale n est la même chose que la réflexivité pour simplifier l'appel ici à cette fonction de coercion qui ne réduit que si on lui passe une preuve de réflexivité de l'égalité. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas en général que toute preuve n égale n pour n'importe quel type ait la réflexivité. Donc en fait, quand on a introduit la notion de filtrage dépendant, c'est Coquan qui l'a introduit en 92,
c'était une nouvelle primitive de la théorie des types qui introduisait implicitement cet axiome K qui dit qu'effectivement toute preuve de réflexivité de l'égalité est toute preuve réflexive de l'égalité, donc une égalité entre un point et lui-même, est une réflexivité. Donc en fait, cet axiome a été montré indépendant de la théorie des types par Hoffman et Streicher, qui ont donné un modèle de la théorie des types où il n'était pas valide. Et il découle en fait du principe d'indifférence aux preuves que j'ai donné pour propre précédemment. Mais il est incompatible avec l'axiome d'univalence, qui est à la base de la théorie des types homotopiques. Donc il y aura un cours et un séminaire de Thierry Coquan à ce sujet. Donc ça, c'est assez problématique parce qu'on ne peut pas justifier ce filtrage dépendant dans la théorie des types simple sans aucun axiome. Donc dans l'histoire du filtrage, on est passé de cette notion d'unification qui était externe à une internalisation en fait via ce raisonnement sur les égalités pour simplifier les problèmes de filtrage. Donc dans les versions précédentes, on a utilisé cet axiome K pour justifier le filtrage. Le problème, c'est que les définitions qu'on obtient par compilation de ce filtrage dépendant ne vont plus calculer au sein de l'assistant de preuve, puisqu'on utilise un axiome. Donc la question naturelle qui se pose, c'est est-ce qu'on peut restreindre ce filtrage dépendant pour éviter d'utiliser cet axiome K? Donc Jesper Cox a proposé un nouvel algorithme d'unification qui est basé sur la simplification d'égalité. Donc l'unification maintenant, c'est plus juste quelque chose d'externe, c'est quelque chose qui est modélisé dans le système. On utilise des manipulations de l'égalité au sein des programmes pour simplifier ce filtrage dépendant. Et essentiellement, ce nouvel algorithme restreint les règles qu'on utilisait dans l'unification, en particulier cette règle qui paraissait innocente d'effacement, qui dit que si on unifie T et T, le même terme, alors on a un succès. Celle-là est interdite, elle ne s'applique que dans le cas où l'égalité est effectivement une réflexivité, pas pour n'importe quelle égalité. Donc ça évite d'utiliser cet axiome K. Et puis on doit aussi modifier la règle d'injectivité pour les constructeurs indexés. Essentiellement, si je reprends l'exemple où j'essaie de montrer l'injectivité entre fz de n et fz de n, moralement, l'hypothèse que j'obtiens en simplifiant l'égalité, c'est que n égale n, et encore une fois, il faudra utiliser k pour éliminer cette égalité réflexive entre n et n. Donc pour régler ce problème, on va utiliser la notion d'argument forcé, qui vient avec chaque type inductif. Donc quand on regarde les constructeurs du type fin, par exemple, on peut s'apercevoir que le type de l'index de fz et fn, fz et fs, qui est n plus 1, ici, s de n, détermine forcément l'argument de ces constructeurs. Si j'ai un fz qui vit dans fin de Sn, je sais que le premier argument est forcément n. Donc c'est ce qu'on a vu un peu dans le filtrage avec cette annotation point d'interrogation ici qui force l'argument, qui dit en fonction du type de l'objet que j'ai éliminé, cet argument de constructeur est forcément équivalent à ce sous-terme-là. On peut utiliser ce principe pour obtenir une notion de non-confusion qui est raffinée, qui évite de comparer les arguments forcés essentiellement des constructeurs. Donc la non-confusion sur le type fin maintenant devient si j'ai une égalité entre fz et fz, alors le contenu de cette égalité, c'est essentiellement la proposition vraie, donc ça n'a pas de contenu calculatoire. Et puis le contenu d'une égalité entre fs et fs de nf et fs de nf', c'est juste une égalité entre f et f'. Je n'ai pas besoin de comparer les arguments, ils sont égaux définitionnellement. Et dans les autres cas, c'est faux. Donc en fait, quand je vous dis le contenu de l'égalité, comment je relie le contenu de l'égalité à cette notion de non-confusion, c'est qu'en fait j'ai une égalité de type entre toute égalité entre deux objets dans le type fin et puis cette définition de non-confusion sur fin. Donc c'est j'ai une fonction qui prend une égalité entre deux objets dans fin et qui produit une preuve de non-confusion et une inverse. D'accord ? Et ces deux fonctions vont former une équivalence de type, un isomorphisme. Et donc ça signifie que le type des égalités f égale f' est égal au type de non-confusion ff'. Donc on voit qu'il est effectivement trivial maintenant pour les égalités entre fz et fz ou fs et fs. Et on peut s'apercevoir aussi qu'il y a un comportement calculatoire intéressant, c'est que cette fonction inverse de la non-confusion sur le constructeur fz et fz renvoie à une preuve de réflexivité avec uref ici, quelle que soit la preuve de non-confusion. On n'a pas besoin de l'inspecter pour savoir qu'on a réflexivité ici. Et en fait, ça justifie une nouvelle règle
de non-confusion sur les types indexés, qui nous dit que quand je compare fz et fz, je peux utiliser cette équivalence de type pour dire que ma preuve E, c'est en fait une preuve de noconf EQ, noconf de E. Donc j'applique l'isomorphisme dans les deux sens. Mais ça, je sais maintenant que c'est convertible à EQRF. Et je peux donc remplacer cette preuve E par une preuve de XQRF et avoir un succès dans ce cas-là. Donc j'ai montré que je n'ai pas besoin d'unifier ces arguments forcés pour justifier que cette égalité est bien une réflexivité. Donc ça m'évite, encore une fois, d'utiliser cet axiome K. Donc c'est ce qui justifie dans Agda l'unification qui est utilisée dans le mode without K. Et dans le coq, équation définit aussi la non-confusion de cette façon pour compiler le filtrage sans utiliser d'axiome. Donc pour conclure, la programmation active dépendante vous permet de justifier la partialité, la terminaison et même la correction de programme en leur donnant des spécifications fortes. Alors, on n'est pas forcément obligé de modifier essentiellement le contenu calculatoire des programmes qu'on veut refléter dans la théorie des types si on peut leur donner des spécifications fortes. Mais néanmoins, on introduit des décorations logiques qui vont mélanger preuve et programme, qui peuvent poser des problèmes quand on veut faire des preuves, mais ça peut aussi simplifier les preuves en éliminant les cas inutiles, par exemple. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'extraction justifie cette introduction de décoration, parce que par extraction, on peut montrer que le programme extrait a toujours le même comportement calculatoire. Okay. Donc, quelques directions de recherche liées à ça. Comme j'ai montré, et Pierre Varis l'a montré aussi, il y a pas mal de difficultés quand on commence à introduire cette programmation avec type dépendant avec l'égalité, avec ces notions rustines et de coercion qu'on doit introduire un petit peu partout. Donc quelque chose qui peut aider à ça, c'est d'avoir une notion d'indifférence aux preuves qui est définitionnelle, qui est vraiment construite dans le système. La conversion du système contient cette notion d'indifférence aux preuves, ce qui permet de simplifier certains problèmes qu'on a avec ces conversions. On souhaiterait aussi certifier l'extraction, donc cette notion que on peut partir d'un programme coq complètement annoté et obtenir un terme de nombre de calcul pur, on peut l'étendre vers un vrai compilateur certifié de coq vers de l'assembleur, par exemple, en passant par un CompCert. Donc c'est un projet dans lequel je participe, qui s'appelle CertiCoq. Et puis, il serait intéressant aussi d'optimiser cette extraction. Donc, même si j'ai réussi à enlever les parties logiques des programmes coq, je n'ai pas nécessairement enlevé toutes les parties qui n'ont pas d'influence sur le calcul. Donc, par exemple, ces index de type indexé sont là pour s'assurer par typage que tous les cas sont bien supportés, pour s'assurer qu'on peut définir nos fonctions totales avec cette information de typage, mais elle est potentiellement effaçable. Donc, il y a des travaux dans cette direction aussi. Voilà. Merci.